Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons au site web numéro 62 et nous sommes le 28 octobre 2017. Et les choses se sont un peu calmées sur le terrain. Mais bon, avec cette loi de récupération du Donbass, et puis celle qui correspond aussi au droit linguistique, Oui, sur la loi de l'enseignement, ouais, voilà. et puis la situation à Kiev qui reste extrêmement tendue. Voilà, le Maïdan 3.0 Made in Nazi, hein, Made in Nazi et Made in Sakavis, hein, monsieur, je mange mes cravates. Bon, donc effectivement, tout ça a l'air d'occuper un petit peu les néo-nazis à Kiev, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 178 reprises, donc beaucoup moins que la semaine passée, au cours desquels 733 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut, lance-roquettes multiples, en forte baisse là aussi par rapport à la semaine dernière. On était à 1200 et quelques la semaine dernière, donc ça fait quand même une belle chute. Il faut y rajouter 51 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures. Ça c'est pas top par contre. ouais. Les bombardements de la semaine ont touché 24 localités de la République, donc quasiment la même chose que durant les dernières semaines. Le bilan est plus mauvais que la semaine passée. Donc durant la semaine, on a eu 2 civils qui ont été blessés. Il y en a un qui a été tué hier soir à Trudovski. Un jeune en plus, Evgeny Kotov, 25 ans. Ouais, le bilan est quand même, il laisse dubitatif quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a moins de projectiles, mais les dégâts sont quand même pas tellement moins importants Non, que. puisqu'on a eu aussi 2 soldats tués et 2 blessés cette semaine en République populaire de Donetsk. Ouais. Ouais. Le bilan est pas terrible. Il y a eu 6 maisons endommagées dans les localités de Zaïtsevo, Dokuchaevsk et Alexandrovka, donc les zones les plus touchées. L'un des postes d'observation du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu a de nouveau été pris pour cible vendredi. Tout va bien, on continue les conneries. Quand c'est pas la station d'épuration, c'est les postes d'observation, les caméras de l'OSCE. Oui, ouais. Et de toute façon, on peut pas dire que c'est le pur fruit du hasard, hein. Je veux dire, à force, il n'y aura qu'avec des drones qui permettent de voilà. D'ajuster les tirs. C'est ça. Tu peux pas prétendre que tu sais pas sur quoi tu tires. Hein. C'est ça. Absolument. Au niveau mouvement d'armes lourdes, les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont détecté les mouvements suivants près de la ligne de contact: 4 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 12 lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm, 4 canons automoteurs Gvozdyka de 122 mm, 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 24 chars d'assaut T-64 et 6 systèmes de missiles antiaériens Strela. Ah oui. Voilà. Donc l'OSCE de son côté a détecté l'absence de seulement 21 pièces d'équipement ukrainien des zones de stockage où elles devraient se trouver, ce qui me semble un peu bizarre. Elles n'ont noté que l'absence de 18 canons anti-chars Rapira et 3 canons anti-chars D-48 de 85 mm. Je comprends pas bien comment ils ont pu ne pas voir le reste, hein, de ce que j'ai énoncé plus haut, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux y faire? Quand quelqu'un veut pas faire son travail, il fait pas son travail, point barre. Hein. Non, ça c'est clair. Une autre institution qui, elle, fait son travail, c'est donc le CCCC, qui, à l'occasion des 2 mois, l'anniversaire des 2 mois du cessez-le-feu académique, donc c'était le 25 octobre, hein, parce qu'il a commencé le 25 août. Oui. Donc ils ont sorti des statistiques qui sont assez effrayantes quand même, puisqu'en 2 mois, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 1960 reprises. Au cours desquels elle a tiré 6233 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk. Donc c'est des projectiles qui vont de l'obus de mortier de 82 mm jusqu'aux lance-roquettes multiples, en passant par les obus d'artillerie de 152 mm et les obus de chars d'assaut. Voilà. C'est ce que l'Ukraine de la junte de Kiev appelle un cessez-le-feu top moumoute, hein, over the good period, hein, quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Mon anglais, 2 mois, quasiment 2000 violations du cessez-le-feu, tout va bien. Hein, oui. Voilà. Durant ces 2 mois là, donc jusqu'au 25 octobre, hein, donc je compte pas depuis, donc maintenant il faut rajouter un civil mort en plus. Hein.
On avait 2 civils tués en 2 mois, 11 blessés et 15 soldats de la RPD tués et 11 blessés et 83 habitations détruites ou endommagées. Oh bah tiens. Sans compter tous les tirs sur les infrastructures. Hein. Oui. Usines, stations d'épuration, transformateurs électriques, stations de pompage. Oui, bah oui. On rappelle à toutes fins utiles que nous arrivons dans une période d'hiver et que l'hiver en Ukraine, spécialement dans le Donbass, peut avoir des conséquences assez graves pour les gens qui ne seraient pas bien abrités. Oui, hein, oui, c'est clair. Hein. Les températures ici, ça peut descendre très très bas. On est quand même en climat continental. Oui. Ici, donc on a des hivers qui sont très très froids. Ça peut descendre facilement jusqu'à -20. La partie ukrainienne aussi a publié des statistiques. Alors, cette fois, c'est les chiffres des pertes hors combat qui ont été publiés. Alors, je signale, avant de donner les chiffres, ils ont été publiés par le procureur général militaire ukrainien. D'accord. C'est pas des chiffres issus, je sais pas, de la Russie ou je sais pas quoi. Non, non. Le procureur général militaire ukrainien. Donc, ce sont les statistiques officielles ukrainiennes. Ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là aussi, les chiffres sont quand même effrayants. Puisqu'en 3 ans, les pertes hors combat, hein, je parle même pas des pertes lors des combats, je parle des pertes hors combat. Hein, c'est-à-dire les gars qui se blessent à l'entraînement ou qui s'entretuent lors d'une rixe d'alcoolo ou autre. Hein. Même pas des combats entre les régiments nationalistes et l'armée ukrainienne. Non, parce qu'ils essaient de nous les faire passer sur le dos de la RPD et de la RPL. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, voilà. Oui. Bon, mais bon, il y en a peut-être quelques-uns qui sont quand même comptés dans le tas, hein, mais normalement, ça devrait rentrer là-dedans. Hein. Mais bon, en 3 ans, ces pertes hors combat de l'armée ukrainienne dépassent les 10 000 personnes, selon les statistiques officielles ukrainiennes. Oui, donc... qui sont donc très certainement sous-estimées. Oui, oui. Donc, je vais citer ce cher monsieur Mathios, hein, puisque c'est Anatoly Mathios, procureur général militaire ukrainien. Je cite: « Je voudrais citer maintenant des statistiques effrayantes dont personne ne parle. Entre 2014 et le moment présent, 10 103 personnes dans les rangs des forces armées ukrainiennes et autres détachements qui défendent le pays ont péri ou perdu leur aptitude au combat dans des incidents d'ordre non militaire. » Hein, donc, selon lui, le nombre de militaires équivalent à 2 brigades ont trouvé la mort en raison du non-respect du code militaire et des crimes commis contre eux par leurs confrères. Donc, c'est pour ça que je te disais, ils ont peut-être compté certaines entretueries là, entre bataillons néo-nazis et forces armées ukrainiennes. Enfin, 10 000. Donc, quand on nous dit que les chiffres de la guerre dans le Donbass, c'est 10 000 morts, là, l'ONU serait peut-être bien de revoir un peu leur copie. Oui, oui. On est très loin de ces chiffres. On est très, très loin. Ça en dit long aussi sur, je dirais, le je m'en foutisme des autorités quant à la situation de leurs propres soldats. Hein. De leur armée, oui, ça c'est clair. Mais faut pas là, c'est effrayant. 10 000 en 3 ans. 10 000 en 3 ans, c'est-à-dire à peu près, on va dire, allez, un dixième à un quinzième des forces armées ukrainiennes présentes dans le Donbass. Donc 6 à 10% pertes hors combat. C'est quand même lourd. Hein. C'est quand même lourd. Hein. C'est très lourd. Hein. Voilà. Donc ça en dit long quand même. Hein. Ça en dit très très long sur l'état de l'armée ukrainienne. Hein. Pour intégrer l'OTAN, ils ont encore du travail. Hein. Si on regarde tout ce qui est OSCE, l'OSCE de temps en temps fait quand même son boulot, hein, plus ou moins. Bon, même s'ils se foutent un peu de la gueule du monde, je vais expliquer pourquoi. Puisqu'ils ont révélé dans un de leurs rapports, donc il faut savoir que un fait qui est assez gênant pour l'Ukraine, qui est la présence de mines anti-chars près d'un futur point de passage entre la République populaire de Lugansk et l'Ukraine. Donc pour nos auditeurs qui ne le savent pas, il faut savoir qu'en l'état actuel, en République populaire de Donetsk, on a 3 points de passage avec l'Ukraine. En République populaire de Lugansk, il n'y en a qu'un seul. C'est celui de Stanitsa Luganskaya, qui est très difficile, parce qu'en fait, le pont qui se trouvait à cet endroit-là a été détruit.
Ah oui, on voit une photo dans un de tes articles justement où c'est une petite passerelle en pente. Ces petites passerelles en pente qui ont été installées. Bon, bien sûr, tu peux pas passer avec des véhicules, les gens sont obligés de passer à pied. Ah bah non, puisqu'elle fait 1m20 de large, je crois, 1m50 de large maximum. Ouais. Bon, pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, je te laisse imaginer l'enfer que c'est. Bah oui. Donc ça fait des mois en fait qu'il y a des discussions et des préparatifs pour ouvrir un deuxième point de passage face à la localité de Zolotoye, hein, qui est plus à l'ouest, au nord-ouest de Lugansk. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'ouvrir un deuxième point de passage, parce que ce point de passage de Stalinska Luganskaya, on a déjà eu plusieurs personnes qui sont mortes, des femmes âgées souvent, parce que les temps d'attente et puis le parcours pour arriver à franchir, c'est indécent. C'est indécent, quoi. Mais bien sûr, pour pouvoir ouvrir ce deuxième point de passage et autoriser la circulation civile, il faut que ce nouveau point de passage soit sûr. Donc, ça implique quoi? Le retrait des armes de 1 km, 1 km et demi en arrière de la ligne de front. Et la zone doit bien entendu être déminée, hein, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'accidents comme ça, avec des civils qui ont roulé sur des mines anti-chars côté ukrainien, qui étaient sur le bord de la route ou le bas-côté. Donc, il faut que ce soit déminé. Donc, bien entendu, c'est l'OSCE qui est chargé de superviser et de vérifier tout ça. D'accord. Bon, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Ukraine, elle est pas vraiment prête à jouer le jeu, puisque le 19 octobre, l'OSCE a fait voler un de ses drones sur la zone donc, de Zolotoye, et ils ont détecté 14 mines anti-chars des deux côtés de l'autoroute qui se trouvent dans la zone de désengagement proche de Zolotoye. Oh. Rien que ça, rien que 14. Eh ben, non. À mon avis, il y en a beaucoup plus, oui. Parce que j'ai discuté avec des gens qui sont experts en matière militaire et qui m'ont dit que 14 mines, ça semble un peu bizarre. Ce qui laisse sous-entendre que soit l'OSCE c'est vraiment des bitouilles et ils en ont loupé une bonne partie, soit ils en ont mentionné qu'une petite partie, quoi. Bah, de toute façon, à partir du moment où ils en ont mentionné la présence d'une petite quinzaine de ce genre de matériel, c'est déjà... et puis les conditions... c'est déjà une violation des engagements de Kiev. Donc tout ça a été rapporté dans le rapport du jour d'après, le 20 octobre. Donc dans ce rapport, on y lit que 6 mines anti-chars ont été détectées à environ 15 mètres à l'est de l'autoroute, 8 autres dans 2 fossés à 5 mètres à l'ouest de l'autoroute. D'après les observations faites sur base de ce que le drone a filmé, hein, je précise, il faut quand même, ils ont pas inspecté sur place, il n'y aurait pas de mines sur la chaussée même de l'autoroute, toujours, hein. Mais bon, comme on disait, déjà rien que la présence d'une quinzaine de mines anti-chars à proximité, c'est déjà une violation, hein, donc déjà là. Et alors le pire que l'OSCE a d'ailleurs noté dans le rapport, c'est que ces mines se trouvent au même endroit que celles qui avaient été détectées le 2 juin et qui avaient été retirées récemment par les forces armées ukrainiennes sous la surveillance de l'OSCE, justement afin de permettre l'ouverture du point de passage. Donc en clair, Kiev a fait retirer les mines devant les observateurs de l'OSCE pour faire croire que l'Ukraine respecte ses engagements. Et ils les ont remis à la même place juste après. On peut imaginer ce qui s'est passé avec les mines qui n'ont pas été détectées par l'OSCE. Donc voilà. Puis bon, je pense qu'il est très probable que d'autres mines plus difficiles à détecter soient présentes à proximité immédiate de la route, hein, genre mines antipersonnelles, etc. Ah oui. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a quand même eu un paquet de civils qui sont morts à cause de tels engins présents sur les points de passage. Tant que c'est dans cet état-là, ce point de passage ne pourra pas être ouvert. Ça illustre tout à fait les considérations humaines et humanistes de l'armée ukrainienne vis-à-vis de gens qui sont quand même... pas tous, des gens qui habitent dans le Donbass et qui sont des soutiens indéfectibles de la cause. Non, mais ils en ont rien à foutre. Enfin, ils viennent soi-disant pour libérer le Donbass de l'occupation russe. Oui. Avec des libérateurs comme ça, moi je te dis, la population, je crois qu'elle va préférer l'occupant imaginaire, hein, moi je te le dis. Oui, ça fait aucun doute. D'ailleurs, la preuve, même côté ukrainien, il y en a de plus en plus qui se barrent et qui viennent côté RPD et RPL. Donc on a eu il y a peu de temps le cryptographe en chef du SBU, le lieutenant-colonel Roman Laboussov, qui est passé côté République populaire de Donetsk, qui a commencé à donner des documents internes aux services de sécurité ukrainiens.
Parmi ces documents, on a découvert que le SBU a entravé les activités de la mission de l'OSCE et des représentants de l'ONU dans le Donbass depuis le début du conflit, y compris en les espionnant. C'est quand même magnifique, hein. Oui, oui. Voilà. Donc ainsi une lettre du 10 août 2015 du chef du bureau du SBU dans la région de Donetsk, donc le colonel Kutz, qui a informé le chef du service de contre-espionnage du SBU, le colonel Naïda, donc des mesures prises pour empêcher les activités de renseignement en faveur du soi-disant pays agresseur, hein, de la part de la MSS de l'OSCE et du personnel de l'ONU. Donc je vais citer la lettre, hein, du charmant colonel, hein, c'est quand même édifiant. Donc nous vous informons que conformément aux exigences du service de contre-espionnage des services de sécurité ukrainiens, de vérifier les informations sur la participation éventuelle de certains observateurs de la MSS de l'OSCE et des représentants des Nations Unies au service de renseignement des États étrangers, le bureau du SBU de la région de Donetsk a mené une série d'activités de contre-espionnage visant à compliquer les activités de ces organisations internationales qui violent les intérêts de l'Ukraine. À savoir, des mesures de contre-espionnage ont été prises pour révéler les activités des observateurs internationaux de la MSS de l'OSCE et des représentants de l'ONU qui sont contraires aux intérêts de l'Ukraine, la documentation des possibles indicateurs de leurs activités de renseignement principalement en faveur du pays agresseur notifiée à l'initiateur. Un système efficace d'appui opérationnel aux visites de représentants du personnel de l'OSCE et de l'ONU au gouvernement et aux organes de pouvoir ukrainien a été établi. La mise en place de conditions pour empêcher le personnel de la MSS de l'OSCE et de l'ONU de se rendre auprès des unités militaires ukrainiennes lors de leur exécution d'activités spéciales, entre guillemets, contre les groupes armés illégaux situés sur le territoire non contrôlé des régions de Donetsk et de Lugansk. Intéressant quand même, hein. L'organisation d'infiltration technologique dans les lieux de résidence temporaire des observateurs, les lieux de réunion et les locaux où la documentation est traitée techniquement notifiée à l'initiateur. Donc, en gros, ils ont hacké leur PC, installé des micros, etc. Enfin, je te raconte pas. Hein. Ouais. L'utilisation des capacités existantes, y compris la participation d'agents de la communauté des hackers, l'infiltration dans les serveurs concernés et les ordinateurs personnels des employés, etc. Oh. Un examen opérationnel des dossiers du personnel technique de ces structures internationales est effectué en vue d'acquérir des sources opérationnelles parmi les citoyens ukrainiens et d'organiser d'autres activités opérationnelles et techniques concernant les fonctionnaires des missions décrites. À l'heure actuelle, des activités sont en cours concernant des personnes sélectionnées en tant que candidats au recrutement dont les résultats seront présentés séparément. En clair, infiltrer des taupes. Ah oui. Voilà. Ensuite, il se pose la question de l'opportunité de poursuites judiciaires contre certains observateurs de l'OSCE et des représentants de l'ONU, hein, dont les actions représentent des preuves suggérant des activités au détriment de l'Ukraine. Hein, donc, ils envisagent même d'ouvrir des dossiers pénaux pour activités d'espionnage contre l'Ukraine, contre certains de ses agents. Voilà. Sans doute pour empêcher que des preuves de crimes de guerre puissent facilement être publiées, médiatisées. Ou des preuves concernant leur violation des droits de l'homme, puisque je vais revenir sur un dossier que j'avais abordé il y a un mois, donc le cas de Daria Mastikasheva. Hein, je rappelle cette maman qui avait été enlevée puis torturée par le SBU. Dans ce qui semble être quand même une tentative de faire taire son compagnon. Donc, je rappelle Sergei Sokolov, hein, qui est enquêteur en Russie et qui enquête entre autres sur la tragédie du MH17, mais sur aussi d'autres affaires de corruption, de mafia, etc. en Ukraine. J'avais espéré que la médiatisation de son cas par Human Rights Watch permettrait de la faire libérer ou à tout le moins de calmer un peu le SBU en termes de mauvais traitement. Bon, malheureusement, il semble que pas vraiment, puisque le 21 octobre, Russia Today a publié une lettre qu'elle a envoyée à sa mère et à son fils. Il faut savoir que Daria a commencé une grève de la faim depuis maintenant presque 2 semaines pour protester contre le traitement arbitraire qui lui est infligé par les autorités ukrainiennes. C'est après qu'elle ait commencé cette grève de la faim que la prison de Dnipropetrovsk, où elle se trouve, a autorisé la transmission de cette lettre à sa maman. Dans le même temps, son compagnon Sergei Sokolov s'est tourné vers les organisations internationales de défense des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, afin d'enquêter sur les méthodes de Kiev et obtenir la libération de sa compagne. Donc je vais dire la traduction en français de sa lettre. Elle est très dure, hein. Franchement, j'ai vraiment eu du mal quand j'ai fait la traduction.
Chère maman et Dania, je n'ai plus la force d'endurer les humiliations et les tortures du SBU. N'ayant droit à aucune protection, ni même à un traitement humain, j'ai décidé de faire une grève de la faim pour protester contre la tyrannie des salauds qui m'ont kidnappé et torturé, qui m'ont jeté en prison et se moquent de moi ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais comprenez s'il vous plaît que je prends cette mesure extrême, car aucun droit, aucune loi en Ukraine ne sont appliquées, il n'y a que la peur et la violence. Dans cette cellule terriblement froide, humide et sombre, je rêve de toi et de Dania, je voudrais tant vous embrasser. Je suis sûr que Gritsak, c'est le chef du SBU, Kritsin, Ena, donc des noms d'autres employés du SBU, ainsi que tous ceux qui se sont moqués de moi recevront un jour la punition qu'ils méritent. Au revoir maman, fais des câlins et des bisous à mon fils, Daria. Donc la lettre a été écrite le 20 octobre 2017. Ouais, ça fait déjà 8 jours. Déjà 8 jours. Ouais. Et en 8 jours, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer de dramatique, hein, quand tu fais une grève de la faim. Chaque journée peut, avec une complication médicale, devenir létale. Ouais. Hein. Donc, d'après des informations qui ont été publiées par Russia Today, le ministère de l'Intérieur ukrainien a reconnu le fait que Daria a été torturée. La police aurait lancé une enquête pour blessure intentionnelle, torture et emprisonnement illégal. Mais malgré cette procédure, l'accusation délirante de collaboration avec les services secrets russes contre Daria n'a pas été abandonnée. Elle n'a toujours pas été libérée. Au contraire, il semble que ça a provoqué un regain de pression de la part des enquêteurs qui essayent de prouver à tout prix que leur procédure abusive est justifiée. Donc c'est suite à ces nouvelles pressions que Daria s'est lancée dans cette grève de la faim. Une grève qui fait craindre le pire à son compagnon, puisque Sergei Sokolov a indiqué qu'elle a été ressortie très affaiblie des séances de torture qu'elle a subies, qu'en plus ils n'ont aucune preuve contre elle, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Tout comme Sergei Sokolov, je suis extrêmement inquiète pour le sort de Daria. Donc j'ai écrit personnellement au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'OSCE, à la PCE. J'encourage vraiment tous nos auditeurs à se mobiliser, à écrire, à faire pression sur leurs élus, hein, vos députés, députés européens, voilà, l'ONU, l'OSCE, la PCE, l'UE, tous ceux qui ont le pouvoir de faire pression sur Kiev. Parce que si on n'est pas des centaines à leur écrire pour qu'ils agissent, si on fait rien, elle va mourir en prison. Elle va mourir en prison et elle va laisser derrière elle un compagnon et un petit garçon. Donc il faut vraiment qu'on se bouge. Faut vraiment qu'on la fasse libérer parce que là, cette grève de la faim, ça va la tuer. Ça va la tuer. Si on fait rien, elle va mourir. Si tu me permets, et en gardant la proportion quand même, puisque c'est assez différent, mais il y a quand même un lien qui est entre guillemets intéressant. C'est la similitude avec ce qui s'est passé à Guantanamo, c'est-à-dire zone de non-droit, sans jugement, sans accusation. C'est vraiment ça, on est vraiment en dehors de toute légalité. C'est vraiment... c'est pour ça que je dis qu'elle a été kidnappée. Elle n'a pas été arrêtée, elle a été kidnappée. C'est peut-être la CIA, hein, qui a inspiré ce genre d'activité, enfin ce genre de comportement. De méthode, oui, très certainement. J'avais assisté à des interviews d'anciens prisonniers de ces prisons secrètes du SBU à l'époque où mon collègue Laurent était encore ici. Et plusieurs avaient mentionné le fait que souvent les arrestations, lors des arrestations, il y avait non seulement des agents du SBU, mais il y avait aussi des gens qui parlaient anglais. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que nos auditeurs comprendront parfaitement de quoi je parle. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, alors que le centre de Kiev regorge d'ultranationalistes qui assurent donc le Maïdan 3.0 qui se poursuit en face de la Rada, surtout maintenant que Saakashvili a perdu son recours contre le retrait de sa nationalité ukrainienne, donc il a plus rien à perdre. On a eu des provocations contre les ultranationalistes, entre autres le commandant d'un bataillon de volontaires de l'OUN, Nicolas Kokhanivski. Donc le vendredi 21 octobre, donc l'OUN, pour replacer pour les gens, c'est l'organisation à laquelle a appartenu Stepan Bandera.
hein, le collabo des nazis en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On trouve toujours les mêmes. Hein, voilà. Donc le vendredi 21 octobre, donc il y a le 20 octobre, pardon. Donc ce Mykola Kochanivski a une rixe avec Ruslan Kachmalin, un nationaliste d'un autre bataillon. Il lui a tiré dessus avec une arme non létale, donc ce qu'on appelle un pistolet traumatique. Donc il semble que le Ruslan serait venu le chercher en fait. Ils se sont croisés, puis s'est mis à insulter l'autre, puis à le menacer. D'accord. Avant de l'agresser physiquement. Donc en plus de lui taper dessus, il aurait utilisé du gaz, donc je sais pas si c'est du gaz incapacitant ou du lacrymo. Résultat, Kochanivski a sorti son pistolet traumatique et lui a tiré dessus pour le blesser, pour le faire cesser, quoi, hein, faire cesser tout ça. Il a été immédiatement arrêté, devait comparaître lundi donc devant le tribunal pour décider de son sort, mais le lundi, le juge du tribunal de quartier de Svetoshinsky à Kiev annonce un report de l'audience jusqu'au lendemain matin, 9h. Pourquoi ? Mais bon, ça a été un report qui n'a pas été du goût des ultranationalistes qui étaient venus soutenir leur commandant. Donc ils avaient assez peur qu'ils soient emmenés dans un centre de détention, donc ils ont bloqué en fait la salle d'audience, exigé que l'audience reprenne immédiatement. Hein, ils étaient persuadés que ça aboutirait à la libération de Kochanivski. Le juge ayant refusé de se plier aux injonctions des radicaux et la police ayant essayé de les déloger à coups de gaz lacrymo, les ultranationalistes ont alors saccagé littéralement la salle d'audience, brisé les fenêtres, utilisé les meubles de la salle pour faire une barricade. Ils en ont aussi utilisé pour les jeter sur les forces de l'ordre qui essayaient de pénétrer dans la salle pour remettre de l'ordre là-dedans. Finalement, ils ont passé toute la nuit dans la salle d'audience dévastée, qu'ils ont décorée aussi avec leur drapeau. Enfin, au matin, à 10h15, la police est parvenue à briser les barricades et à arrêter au moins 30 personnes, dont la femme de Kochanivski, pour hooliganisme commis par un groupe de personnes et dommages sur une propriété de l'État. Donc, 3 journalistes présents sur place ont aussi été arrêtés et frappés par la police, malgré la présentation de leur carte de presse. Bon, même si j'aime pas les médias auxquels ils appartiennent, à savoir Unian, Strana et Chromlatske, c'est quand même inadmissible. Je suis désolée. Je rappelle que les journalistes sont protégés. Hein. C'est inacceptable, totalement. Surtout qu'ils sont tout de suite identifiés. Ils ont montré leurs papiers. Ils avaient leur carte de presse. Donc, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur et le chef de la police nationale ont dû s'excuser. Hein. C'est toujours mieux après qu'avant, hein, évidemment. Voilà. Mais bon. Donc c'est encore magnifique. Ce genre de scène quand même où les ultranationalistes ukrainiens refusent de laisser la justice faire son travail à leur encontre, le plus souvent avec succès quand même, hein, parce que le Kochanivski, c'est pas la première fois qu'il passe en justice, hein, c'est déjà la deuxième. Il avait été arrêté en février suite à des rixes avec la police lorsque il avait soutenu le blocus total du Donbass. Ah oui. À l'époque, il était d'ailleurs non pas seulement commandant du bataillon de l'OUN, il était chef de l'OUN. Ouais, d'accord. Donc bon, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au vu de l'implication importante des ultranationalistes dans le nouveau Maïdan en cours, moi je me demande si la provocation initiale n'a pas été faite pour pousser Kochanivski à la faute et essayer de le neutraliser par voie judiciaire, surtout quand on voit ce qui s'est passé à peine 2 jours après, hein, puisque mercredi, une explosion s'est produite dans le centre de Kiev, hein, devant le bâtiment de la chaîne de télévision ukrainienne Espresso TV. L'incident a fait 2 morts et 5 blessés. Parmi les blessés se trouvait Igor Mossichuk, membre du Parti radical. C'est aussi un beau spécimen, un niveau nationaliste, le Igor Mossichuk. Donc c'est un peu bizarre que, à peine quelques jours après cette provocation contre Kochanivski, cette fois c'est un député radical qui semble être visé par un attentat. Ça sent pour qui, ça, hein? Alors, soit Poroshenko est vraiment nul pour éliminer ses opposants, soit c'est vraiment des provocations pour vraiment foutre le feu, c'est-à-dire pousser les radicaux vraiment à se venger en considérant que c'est Poroshenko. Oui, c'est vrai, ça peut être un false flag. Ça peut être un false flag aussi. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va foutre la merde. Hein. De toute façon, ça c'est assuré. Pour moi, ça va mal se terminer pour moi pour
Poroshenko. Donc bien entendu, le SBU va enquêter là-dessus. Une procédure pénale a été lancée pour acte terroriste. Parmi les morts, donc il y avait un des gardes du corps d'Igor Moussichouk. Ah ouais. Et l'autre, je crois, est un piéton qui passait à proximité, qui a eu la malchance d'être là à ce moment-là. Donc c'était une moto piégée qui a pété et ça a fait quand même pas mal de dégâts. Donc moi, à quelques jours d'intervalle, une provocation avec agression physique contre un commandant de bataillon nationaliste, puis un attentat terroriste contre un député radical. Ouais. Je trouve que ça pue quand même. Je trouve que oui, ça pue. Ça sent bien fort, oui. Ça sent bien fort. Et puis si on regarde, donc on parlait de cette loi sur la langue d'enseignement qui continue de faire des vagues. On avait parlé du fait que la Hongrie avait menacé de mettre des bâtons dans les roues à l'Ukraine. Et ben, elle a tenu promesse puisque la Hongrie a bloqué la convocation. Elle a bloqué la convocation du sommet Ukraine-OTAN qui devait avoir lieu en décembre. Oui. Donc ça a été annoncé par le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjártó. Je cite, la Hongrie ne peut soutenir l'aspiration de l'Ukraine à l'intégration, c'est pourquoi elle a mis son veto à la convocation du sommet Ukraine-OTAN en décembre. Donc Budapest estime que la loi ukrainienne sur l'éducation porte atteinte aux droits des minorités nationales et qu'il était impossible de contourner le veto hongrois puisque la décision sur la convocation du sommet Ukraine-OTAN ne pouvait être prise qu'à l'unanimité par tous les pays participants. Il semble que ça fasse un petit peu réfléchir l'Ukraine, puisqu'il y a eu un journaliste, là, Vyacheslav Pikhovchek, qui a donné une interview où il a déclaré que l'Ukraine pourrait faire des concessions sur cette loi, mais, seulement pour les minorités roumaines, hongroises et bulgares, car leurs gouvernements peuvent sérieusement poser des problèmes à Kiev. Les russophones, eux, seraient exclus de cet assouplissement, ce qui rendrait la loi encore plus discriminatoire qu'elle ne l'est déjà. Mais là, pour le coup... déjà dans le viseur de pas mal d'organisations de défense des droits de l'homme. Oui. Mais là, je pense que pour le coup, ça va vraiment être le pompon. C'est-à-dire que là, ce sera incontestablement discriminatoire. Ah, ce sera incontestablement... Voilà, là, ce sera russophobe, tu pourras pas dire le contraire. Parce que je vois pas ce qui devrait autoriser les minorités hongroises, bulgares et roumaines et pas la majorité russophone. Parce que les russophones, c'est pas une minorité. C'est quand même la moitié du pays. Je rappelle quand même, natif, je parle natif. Je sais bien que la plupart des Ukrainiens parlent les deux langues de manière quasiment égale. Et si on regarde Poroshenko, alors oui, je suis désolé, il n'y a pas de pendant à Kiev. Ouais, mais bon. Parce que la connerie qu'il a fait, le Porky, franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, c'est lamentable. Il a déclenché, ce cher Poroshenko, une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Donc il faut savoir que le 21 octobre, c'était le 70e anniversaire de la déportation des nationalistes ukrainiens en Sibérie. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, Staline, il a fait un petit package. Il a pris tous les nationalistes ukrainiens et puis il les a tous envoyés au goulag en Sibérie, histoire de démanteler tous ces réseaux nationalistes qui continuaient, la guérilla contre l'URSS. Il faisait des attentats, des assassinats, etc. Et alors, pour illustrer son truc, donc il a posté ça sur Twitter. Et pour illustrer ça, il nous a publié une image de la déportation de Juifs vers un camp d'extermination. Et Twitter a laissé faire. Voilà. En plus, c'est une photo qui est bien connue, qui a été prise en 1942. Elle montre un groupe de Juifs dans un ghetto en Pologne sur le chemin de la déportation vers un camp d'extermination. Bien entendu, il s'est fait repérer par les internautes. Qui n'ont pas manqué de lui rappeler que non, ça n'avait rien à voir avec la déportation des nationalistes ukrainiens en Sibérie, que c'était des juifs, que ça n'avait rien à voir dans le schmilblick. D'ailleurs, même le responsable du comité juif ukrainien, Eduard Olinsky, a jugé le tweet de Poroshenko assez bizarre. Certains se demandaient quand même s'il allait au moins publier un erratum ou un message d'excuse, mais non. Non, monsieur. Non, ça ne gêne pas. Tout va bien. C'est une déchéance complète, ce Porky. Oui. Non, mais là, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de pensée à la Kiev, parce que je suis désolée, je peux pas, là. Non. C'est sordide, c'est immonde, c'est à vomir. C'est quoi, ça, d'aller
prendre une photo de l'Holocauste pour aller illustrer la déportation de 76 000 nationalistes ukrainiens. Je veux dire, dont faut un arrêter. certain nombre ont certainement participé aux côtés des nazis. Des nazis à l'extermination des juifs. Là, vraiment, c'est d'un cynisme, mais c'est immonde. Franchement, mais... Ouais, ça fait pas non. rire. Non, ça, moi je peux pas là. Donc il n'y a pas de pendant ce temps-là à Kiev cette semaine, je suis désolé. Mais là, Poroshenko, il a poussé tellement loin le cynisme que là c'est à gerber quoi. Il n'y a pas de quoi rire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est un petit peu... c'est le problème de Porky, c'est un petit peu comme Kolomoïski. Hein. C'est des gens qui, théoriquement, devraient avoir une certaine attitude et ils font des choses qui sont assez stupéfiantes en fait. Oui, complètement contraire à ce qu'il devrait faire, mais bon, ouais. Ça paraît, hein. Continue. Hein. C'est donc voilà la situation. Donc je pense que la situation avec ces provocations et ces attentats contre des radicaux ukrainiens, c'est mauvais signe. Ouais. Je pense qu'on se dirige vers un incident du genre équivalent des snipers du Maïdan précédent. Oui, parce que s'ils en arrivent déjà à ce stade-là, oui, c'est évident. Hein. À peine 2 semaines après le début du Maïdan, ils commencent déjà à s'entretuer, donc je pense que ouais, ça va mal se finir. Bah, la barre était déjà placée haute, hein, parce que quand on fait traverser, quand on fait voyager un apatride déjà jusqu'en Pologne, ça en dit long sur ses soutiens. Quand le même type arrive à passer la frontière, qui peut passer la frontière en Ukraine, hein? Qui? Hein, il faut vraiment qu'il ait des soutiens un peu spéciaux, le Saakashvili. Il est soutenu de toute façon par Igor Kolomoïski, puisque c'est le bataillon de Donbass qui l'a protégé, qui protège aussi les manifestants qui sont face à la Rada, hein, comme j'en avais parlé la dernière fois. On retrouve tous les nationalistes possibles et inimaginables, dont la plupart sont financés par des oligarques ukrainiens. Ouais. Je veux dire, on voit bien... Et on voit bien d'ailleurs au niveau de la couverture médiatique occidentale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Moi je pense qu'il va y avoir de nouveau des provocations contre les radicaux. Le but va être d'exciter en fait tous les ultranationalistes, je pense. Hein. C'est mon opinion personnelle, c'est mon analyse. C'est assez logique. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un chef radical ukrainien qui va se faire tuer. Oui, et qui va du coup... qui va servir de martyr en fait pour exciter tous les radicaux, tous les ultranationalistes, les pousser entre guillemets à faire front commun. Ouais. Parce qu'ils sont quand même, il y a quand même différents mouvements. Hein. Ouais. Voilà, dans les partis politiques, t'as Svoboda, t'as Lunso dont on avait parlé l'autre fois. Ouais. Tu as le corpus national de Biletsky, qui est lui-même issu du régiment Azov, même dans les bataillons. Hein, on voit, donc tu as le bataillon de l'OUN, tu as l'OUN qui existe lui-même aussi. Tu as, en tant que parti, tu as Haïdar, Donbass, Dniepr, etc. Tu as toute une foultitude de partis et de bataillons néo-nazis ou ultranationalistes. Je pense que le but, ça va être d'arriver à une cohésion de tous ces trucs-là, et rien de mieux que de tuer ou de faire emprisonner quelques commandants ou chefs politiques, hein, comme Igor Sychuk, pour déclencher une vendetta des ultranationalistes contre Poroshenko et le destituer. Donc, il va y avoir un nouveau coup d'État, ça va très mal se finir. Je pense que c'est pour ça qu'on a un calme relatif, parce qu'en fait les ultranationalistes, je pense, sont en train de se regrouper sur Kiev. Il faut savoir qu'ils sont payés pour ça. Il faut savoir que les manifestants qui sont sur le Maïdan, donc moi j'ai des informations de quelqu'un qui était à Kiev, qui a discuté avec les gens sur le Maïdan. Ils sont payés 150 grivnia pour 2 heures, ils sont nourris. Pour ceux qui viennent depuis des villes assez éloignées comme Mariupol, on leur paye même 800 grivnia de plus, on va dire de primes de déplacement. Et le transport est fourni. Hein. Le transport est fourni. Ça ressemble extrêmement proche à ce qui s'est passé durant le Maïdan qui a vu la fuite de Yanukovych.
ou dans les manifs anti-Trump, où les mecs étaient payés aussi 15 $ de l'heure ou un truc du genre. Ça sent aussi fort que le gasoil sous le nez de George Soros et de ses 18 milliards de financement. Voilà, à Ça me l'Open Society paraît... Foundation, voilà. Ah, c'est ça. Donc, je pense que, voilà, là, je pense qu'on est, on est bon, là. Alors que Donc, Porky est un agent de la CIA lui-même, hein. C'est dire à quel point il faut vraiment, quand on est de mèche avec la CIA, il faut vraiment suivre scrupuleusement ce qu'ils disent, parce que le moindre petit écart, et on se retrouve être le pire ennemi. Hein. c'est ça. Ils n'ont aucune loyauté, donc de toute Aucune. façon, ils Aucune. lâchent toujours leurs agents. Donc voilà, donc je pense que pour le moment, on va avoir droit à un relatif, je dis bien relatif, calme, le temps que les choses se décident à Kiev. Oui, avant la tempête. Avant la tempête. Donc, et puis quand je dis c'est relatif, hein, parce que bon, plus de 170 violations du cessez-le-feu en une semaine, c'est pas vraiment calme, hein, on peut pas appeler ça comme ça. Ouais, oui. C'est pour ça que je dis relatif, avec des gros guillemets. Ça veut dire les nazis ne peuvent pas être au four et au moulin, hein, donc s'ils sont à Kiev, ils Voilà. sont pas sur le front. Ils sont pas sur le front, donc d'où la baisse, je pense, des bombardements cette semaine. Mais effectivement, ces deux cas avec ce commandant de l'OUN et Mossichouk, moi je le sens pas cette histoire. Je le sens pas du tout et je pense que ça va bien dégénérer et que Poroshenko a intérêt à courir très très vite. D'ailleurs, enfin, le bâtiment qu'ils avaient pris à 300 mètres de la Rada avec cet héliport, certains disaient que c'était pour empêcher justement Poroshenko de pouvoir s'enfuir rapidement en hélicoptère. Donc, ce qui est possible aussi. Hein, rien n'est à exclure. On se souviendra qu'il y a quelques mois en arrière, des armes avaient été trouvées par le SBU non loin de l'aéroport de Borispil, donc l'aéroport international de Kiev. Ce qui laissait sous-entendre que certains s'apprêtaient à prendre contrôle en fait de l'aéroport pour empêcher Poroshenko de s'enfuir en avion. Ah oui. Ceci dit, il peut se passer un espèce de miracle, un truc absolument invraisemblable, c'est que Porky demande l'asile politique à la Russie. Hein. Comme je disais la dernière fois, les cons ça ose tout, hein. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Hein. Ouais. Mais je pense pas que Poroshenko soit con. Très sincèrement, il est très loin d'être con. C'est-à-dire que comme il est apparemment grillé côté occidental... il a sa résidence en Espagne, il pourra aller se dorer la pilule. Ouais, enfin ceci dit, les balles perdues aussi, hein, ça vole en Espagne. Ouais, non, voilà. Donc, situation à suivre, surtout celle à Kiev. Faut vraiment, surveiller ce qui va se passer. Parce que là, cet attentat et puis cette provocation contre des chefs radicaux, c'est quand même mauvais signe. Donc, soit Poroshenko est vraiment nul en attentat terroriste et en provocation et en plan foireux pour essayer de neutraliser judiciairement des commandants ultranationalistes, soit c'est du false flag à la manœuvre pour exciter les ultranationalistes en leur faisant croire que c'est des attentats perpétrés par Poroshenko. À suivre. Mais je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et je pense que ça va se finir avec un mort. Au moins. En tout cas, parmi les radicaux. Ouais, dans tous les cas, ça s'appelle un boomerang, hein, pour Porky. Hein. Voilà. Fallait pas jouer au malin, hein. Fallait pas faire confiance à la CIA, fallait pas lui donner les moyens de faire ce que Porky a voilà. permis. Hein. Donc voilà, je dis à nos auditeurs à la semaine prochaine. Et bon, vraiment surveiller la situation. Surtout ce qui se passe à Kiev. Gardez tous un œil sur ce qui se passe à Kiev parce que c'est là que ça va se jouer. Voilà. Situation à suivre. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour le 63e site. Merci en tout cas Christelle pour les informations que tu nous donnes, l'analyse que tu viens de nous faire qui est précieuse parce qu'elle nous permet d'anticiper la possibilité de effectivement une escalade brutale et extrêmement dangereuse à partir de Kiev, quoi, hein, tout simplement. Voilà.
Bonne soirée, merci bien Bonne Christelle. soirée à toi aussi. À la semaine prochaine. À la Au semaine revoir. prochaine. Au revoir.